4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la ECW semblait bien établi dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Et oui, ça fait un mois. Yup tout le monde, c'est Vico, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 42 de notre carrière avec la All Elite Wrestling, toujours sur TEW 2016, et j'ai envie de vous souhaiter une bonne année 2008. Meilleurs vœux, ça y est, on entame la 4e saison au sein de la Fédération de l'Élite, et lors de cette 3e semaine du mois de janvier, ça fera officiellement 3 ans de booking. Et oui, série qui, on le rappelle, a débuté le 1er avril 2022. Oui, ce n'est pas une blague, on s'était laissé lors du dernier numéro. Oula, l'écran est tout noir, que se passe-t-il? Sur une victoire de Tyler Black face à Kevin Nash pour enterrer l'âge de guerre. Tyler Black remporte la rivalité, bien aidé par Jon Moxley qui s'est retourné contre Kevin Nash et qui s'est réallié à Tyler Black, faisant du même coup un face turn. Un match juste correct de 69 et quand même un show qui nous a fait un bon petit 73. Au programme, bien sûr, le booking complet du mois de janvier 2008 avec 8 shows, 4 Rampage et 4 Dynamite. Vous le voyez sur le dashboard. Pas mal de moral issues, en moins puisque j'ai traité des moral issues, et oui, on a profité d'avoir un petit peu d'argent, même si on fait des pertes régulières ces derniers mois, pour traiter de tous les moral issues. Seul Roddy Piper et Tammy Sytch persistent à faire la tronche. On va bien sûr tranquillement se diriger vers AEW Rampage, mais avant ça, nous sommes le 1er janvier 2008, donc place au puits, comme l'appellerait très bien notre cher Sturi, que l'on salue, et le Power 500 2007, a consacré Masahiro Kono, oui, un catcheur japonais, devant Jimmy Noble. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Oui, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a des dingueries dans cette partie. Il faut savoir que un garçon comme Steve Corino est devenu champion de la WWE. Un jour, peut-être que je vous proposerai un épisode spécial, si ça vous intéresse, pour voir ce qui se passe dans d'autres fédérations. Mais c'est vrai que quand même, Steve Corino, qui a été assez populaire notamment dans la carrière de Sturi avec la ECW, est devenu champion WWE dans ma partie. Donc il y a des dingueries. Et c'est vrai que voir Jim Gibson, donc à savoir Jimmy Noble, deuxième du Puy 500, c'est quand même une belle dingue aussi devant Hiroshi Tanahashi. Ça paraît un peu plus normal. John Cena est 7ème, Kenta Kobashi est 9ème, 8ème, pardon, Paul White, le Big Show, est 9ème, et Brock Lesnar est 10ème. Brock Lesnar, présent à la New Japan Pro Wrestling, et bon, forcément il n'y a pas de garçon de chez nous. Il n'y a pas de garçons de chez nous. On va faire d'ailleurs un filtre pour savoir où est-ce qu'il y a des mecs de chez nous. C'est important quand même de savoir ce que les garçons ont fait. Alors le premier c'est Samoa Joe, 26ème. Ouais, de Dieu. Alors Samoa Joe, c'est vrai que d'un côté on a envie de dire c'est pas mal, c'est un représentant, même si c'est pas forcément celui qu'on utilise le plus, ni même le mieux. Bryan Danielson est 102ème. L'année dernière, il avait été 70ème, et il y a clairement une perte de vitesse pour Bryan Danielson. Christopher Daniels est 115ème, c'est une moins bonne année pour lui que lors de l'année 2006, puisqu'il avait été, on rappelle, 111ème. Claudio Castagnoli continue sa progression, bravo monsieur Castagnoli. Kevin Steen, lui aussi, tout comme El Generico. C'est gentil pour El Generico, parce que c'est vrai qu'il est très très loin des performances de son partenaire, mais encore une fois, comme ils sont liés, forcément, l'impact, la popularité et le momentum est équivalent. Cole Cabana est 183ème, pas mal. Scott Steiner est 187ème. Jon Moxley 195, belle progression aussi. Kevin Nash, lui aussi, est en progrès. Il avait d'ailleurs été absent du puits en 2006. Balls Mahoney 199ème. Tyler Black est 200ème. Jon Moxley devant Tyler Black, quand même à noter. Kid James est 209ème. Bobby Roode 230.
l'actuel blessé, qui nous a fait foirer pas mal de plans. Travis Hummel est 254e, belle progression aussi pour lui. Mike Nzanin est 265e. Ted DiBiase Jr. est 266e. Ted DiBiase Jr., pourquoi pas. Beji James est 277e. Amazing Kong est 284e. Chuck Palumbo est 319e. Tommaso Ciampa 324e, qui lui aussi eh bien, continue à faire sa progression, pas mal, notre ami Tommaso Ciampa. Axel Rotten est présent en 335e place, 358e son frère Ryan, Jetta est 386e, pas mal aussi, Jazz 397e, James Keenan 412e, il fait son entrée, Johnny Laurer, donc à savoir Shaina, eh ben, elle aussi est quand même plutôt pas mal, même si elle a blessé, 423e, Jebrisco 425, Mark 426, Chris Hero 428, Nighty Nadar 438, Brandon Tomaselli est 443e, Switzerland 466, Chantal Taylor 467 et Daphne 491. Bah écoute, on a quand même une grosse partie de notre roster, quasiment la totalité, qui est présent dans ce Puy 500 et c'est quand même assez important, je crois, de le signaler. Et oui, quand même, hein. Voilà, ça progresse. Donc forcément, vous imaginez que cette année, on a d'autres aspirations. On a envie de mettre plus en plus de garçons et de représentants dans le top 100, voire peut-être même dans le top 50. Ça sera une année, à mon sens, qui va être charnière, puisque là, on est passé au niveau culte. Et forcément, les storylines, les victoires, les shows qu'on va faire, les ratings vont avoir beaucoup plus d'impact, notamment sur ce Puy 500. Donc on verra à la fin de l'année 2008 et surtout à début de l'année 2009 où sont classés tous les garçons qu'on est en train de pêcher à la manière d'un Taylor Black, d'un John Moxley, Bryan Danielson, bien évidemment. Savoir ce qui pourra en découler dans la prochaine année qui vient. Les locker room incidentes, Tammy Stitch. Alors ça, tu peux être sûr que c'est la drogasse. Et oui, hein, trop bu et elle n'est pas en condition de travailler. Et bah c'est fine. Voilà. Rien ne résulte de cet incident. Mais c'est vrai que, encore une fois, on est privé de Tammy Stitch. Et je me pose vraiment de plus en plus la question de savoir ce que je vais faire avec elle. Parce que, voilà, c'est vrai que quand elle est absente de plus en plus souvent ces derniers temps, et c'est un petit peu problématique. Surtout quand même que ça fait partie des filles qui ont un peu de popularité au-delà d'avoir des grosses capacités de micro et un gros charisme. Et c'est vrai qu'on a besoin justement de ce genre de filles-là pour mettre en valeur aussi celle qu'elle interview. Et le fait qu'elle soit pas là, notamment pour Rampage, ça pose quand même un petit peu problème. Nous sommes au MO Arras Casino devant 1056 pèlerins pour le premier Rampage du mois de janvier 2008. Et vous le voyez, nous commençons avec un 56 plutôt solide et un Ted DiBiase Senior qui est extrêmement heureux de présenter à toute sa clique son fils Ted DiBiase Jr. qui est donc la nouvelle acquisition au sein de la All Elite Wrestling et bien sûr au sein du show Rampage. Vous avez bien sûr pu voir son arrivée via le Puy 500. Tout le monde accueille bien évidemment comme il se doit la progéniture donc de Ted DiBiase Senior, le Monimad, même Tommaso Ciampa qui pourtant sort d'une défaite la semaine dernière assez frustrante et Ted DiBiase Jr. Va être posé, tel le fils du Million Dollar Man, sur un plateau d'argent, puisque ce soir, il va avoir l'occasion d'être dans le main event et d'avoir un premier impact. Et oui, ce soir, face à un talent local. On ne sait pas encore de qui il s'agit, mais en tout cas, Ted DiBiase Jr. sera en action ce soir. Ted DiBiase Jr. commence sa gimmick de Spoiled Brat. Je sais pas trop ce que c'est, et c'est plutôt pas mal. Voilà, donc c'est quand même assez sympathique. Notez que Ted DiBiase Jr., Ted DiBiase Senior et Tommaso Ciampa ont été plutôt bons pour aller dans le script, enfin même en dehors, puisque personne n'était scripté dans cette promo. Derrière, les sœurs Garcia vont faire face à Brooke Adams et Ashley Massaro pour essayer de calmer un petit peu les esprits. Alors ça fait 14, c'est vrai que la semaine dernière on a parlé d'un tournoi féminin pour couronner une championne, super magnifique. Mais là, c'est vrai qu'on baisse un petit peu en gamme, puisque là, ce sont clairement la bas de carte de ma division féminine du côté de Rampage. Je me suis dit, allez, tiens, ça va quand même leur faire un peu d'exposition. Et donc, les sœurs Garcia vont affronter Brooke Adams et Ashley Massaro. Match de 5 minutes 46, c'est très court. Et c'est les sœurs Garcia, bien sûr, qui vont remporter la victoire avec un tombé de Nikki Garcia sur Ashley Massaro en 5 minutes 46 via le Breakbreaker Rack. Voilà, 14 de rating, performance de 4 dégueulasse pour Ashley Massaro. On est à 12 pour Brooke Adams et 16 et 14 pour les sœurs Garcia. Victoire des Heels. Et enfin, le main event, pas
extraordinaire au niveau de la note. Ted DiBiase Jr. qui fait donc ses débuts face à Nick Gage, qui est un adepte du catch hardcore, que vous avez certainement vu en action pour ceux qui suivent la All Elite Wrestling depuis un petit moment. Et Nick Gage va donc être l'adversaire, le talent local face à Ted DiBiase Jr. Match terrible, avec un catch clairement pas bon, pas du tout de hit. Et c'est Ted DiBiase Jr. qui va bien sûr remporter la victoire, vous l'imaginez, en 11 minutes 25, mais avec un petit peu de gruge, puisque voilà, main qui a retenu le short pour bien remporter la victoire. 32 de rating, performance justement de 32 de Ted DiBiase Jr. et de 23 pour Nick Gage, qui fait donc la moins bonne performance. Et on termine sur un show à 33. Pas grand chose à dire de manière spécifique sur ce show, puisque bon, c'est un show B. Par contre, en revanche, 33, la note me décolle un petit peu la lentille. Mais bon, ça fait partie malheureusement du dur apprentissage. Et là, on a misé sur Ted DiBiase Jr., sur les débuts de Ted DiBiase Jr., qui n'ont pas été très concluants, mais encore une fois, je ne cesse de le répéter, mais dans cette All Elite Wrestling, il y a beaucoup de choses à construire. Alors, au niveau des news, Rampage TV rating de 0.05, on va tout de suite aller voir ça. Il se réfère un peu au détail. Donc on a fait 44 240 viewers par rapport à la semaine dernière. Effectivement, on a perdu des viewers, on fait presque 5000 viewers de moins. Mais en même temps, c'est vrai qu'on perd aussi 21 points, ce qui est quand même compliqué. Au niveau donc des contrats, alors on a la négociation de contrat avec Claudio Castagnoli, que j'ai reprolongé pendant un an. On va bien sûr compléter le contrat. Et on a Mike Mizanin qui me demande une augmentation de sa casque, payé 820 par apparence, c'est moins que les 1230 qu'il vaut, donc il veut 410 $ de plus, et donc je vais lui donner 75%, parce qu'il faut pas déconner, et en plus Mike Mizanin, il casse pas trois pattes à un canard. Amazing Kong, bien sûr, on est aussi en deal, en négociation, en prolongation de contrat, puisque ça arrive bientôt à échéance. Allez, direction désormais les backstage de Dynamite, notre show A bien évidemment, avec des locker room incidents appliquant Ted DiBiase Senior. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ted DiBiase Senior? Il a simplement été bon, Ted DiBiase Senior, très sympathique dans les backstage, et grand seigneur pour tout le monde, et ça donne une atmosphère plutôt relaxante et fun autour de lui. Merci monsieur Ted DiBiase Senior. Brandon Tomazoli, c'est pareil, a priori, il a mis tout le monde plutôt bien avant le show, puisqu'il a raconté ses histoires assez hilarantes qu'il a eues sur la route, et voilà, tout le monde est dans une atmosphère plutôt relaxante et apaisante, tout le monde est content. Merci monsieur Ted DiBiase Senior et Brandon Tomazoli, ça va nous permettre de booker le show en toute sérénité. À tout de suite. Nous sommes au Emo JQH Arena pour le premier Dynamite du mois de janvier 2008. 10 455 pèlerins dans les gradins, oui, dans le Midwest, notre région de prédilection, là où on est le plus populaire, et on démarre avec un énorme 85 et un segment qui implique, vous le voyez, Steve Austin, le champion du monde de la All Elite Wrestling. Il est avec Tammy Stitch qui bien sûr qui est là pour faire l'interview, et Steve Austin va nous parler de ce qui s'est passé la semaine dernière, parce que forcément il avait un œil sur l'affrontement Kevin Nash, Tyler Black, ça avait quand même retenu pas mal l'attention, et il s'est dit quand même assez impressionné par la qualité du combat. Alors bien évidemment, on a vu qu'au niveau du rating, c'était pas incroyable, mais bon, pour promouvoir le truc, qualité du combat, machin et tout, super, formidable. Michel Drucker et Steve Austin va s'attarder sur la performance brute de Tyler Black, la victoire de ce dernier sur son mentor. Et lui, on a un point commun, lui et moi, puisque on est les deux seuls à avoir battu Kevin Nash. Les deux seuls à avoir rivé les épaules de l'ancien champion qui restait pendant plus d'un an le maître à la All Elite Wrestling. Et forcément, qui de plus légitime que Tyler Black pour obtenir un match de championnat? C'est ce que nous dit Steve Austin. Donc la semaine prochaine, il va offrir un match de championnat à Tyler Black dans le main event. Énorme annonce de Steve Austin, vous l'imaginez bien, tout le monde s'en sort très bien au micro, et ça permet bien évidemment de commencer cette storyline Austin the Baddest Champ, puisque ça démarre avec ça, et cet affrontement avec Tyler Black la semaine prochaine. 85 de rating, énorme note. Derrière, Chyna face à Jetta, le titre est en jeu, et oui, le rematch de Jetta, Jetta, beaucoup de caractère, qui répond au manager de Chyna. La semaine dernière, elle a gagné avec Edgei Serenadib un 6-woman tag. Ça y est, elle est bien chaude, elle a beaucoup de momentum, et elle affronte Chyna. Match qui nous fait un 62 rating
plutôt correct avec des performances de 62 pour China et de 57 pour Jetta, un petit peu en dessous, mais match malheureusement qui va pas voir de vainqueur. Ah oui, puisque la cloche va sonner après une double disqualification énoncée par l'arbitre. Pourquoi? Puisque Amazing Kong, ça fait un 69, ah oui, ça fait augmenter la hit, Amazing Kong qui a défoncé la gueule de Claudio Castagnoli ces dernières semaines, qui a marqué son heel turn de manière très claire, eh bien, va aller se mêler du business de Jetta et de China. Et oui, elle était dans ce fameux triple threat à Full Gear, à Blood and Guts, que dis-je. Et elle n'a pas réussi à prendre ce titre, mais là, elle se positionne très clairement dans la course, après avoir attaqué Jetta et surtout toisé du regard China. Et derrière, forcément, vous imaginez que les deux monstres vont s'allier pour, faire mordre la poussière à l'ancienne championne, à la petite britannique Jetta, qui va se faire défoncer la tronche. Elle va prendre les finishers de China et d'Amazing Kong dans les dents. Elle va être gisante au sol. Forcément, vous imaginez bien que la sécurité, les médecins vont tous glutter autour d'elle pour la faire sortir sur une civière, parce que l'attaque, la violence de cette attaque était quand même assez poignante. Voilà, Amazing Kong de retour dans la title picture du titre féminin. De Dieu. Derrière, Chuck Palumbo fait face à Tommaso Ciampa qui a perdu son opportunité de titre face à Brandon Tomazzoli la semaine dernière, enfin que dis-je, il y a 2 semaines maintenant presque, et Tommaso Ciampa affronte donc Chuck Palumbo, et victoire de Tommaso Ciampa qui va se venger bien évidemment et surtout reprendre du momentum après sa défaite face, on s'en souvient, à Brandon Tomazzoli il y a quelques jours de ça. Tommaso Ciampa qui défait Chuck Palumbo en 10 minutes 08 avec le Project Ciampa, voilà. 51 de performance in ring, 44 pour Chuck Palumbo, Barbara Keenan fait du très bon travail, et victoire de Tommaso Ciampa qui soigne son momentum à nouveau. Derrière, Bryan Danielson est accompagné de toute sa clique, bien sûr les Young Wolves et Maryse, le titre bien sûr sur l'épaule, le titre TNT, Tammy Sitch est là, pour poser des questions à Bryan Danielson, et surtout la question qui fâche, le fameux rematch de Christopher Daniels, puisque Christopher Daniels la semaine dernière a été interrompu. Bryan Danielson qui voulait encore une fois manquer de respect au titre et au prestige et à la crédibilité que lui avait donné Christopher Daniels, et Christopher Daniels était intervenu en lui disant: mon petit pote, je vais revenir pour prendre mon titre, pour aller chercher ce bien qui avait été le mien pendant quand même un petit moment. Et Bryan Danielson s'est dit assez vexé que l'ancien champion l'interrompe comme ça, ne laisse pas donner aussi à sa manière un peu de prestige au titre. Enfin bon, il fait tout un blabla pour dire que il est légitime, que c'est le slayer de la compagnie, tout ce qui va bien, que le mec est au-dessus du game. Il oublie de mentionner toutes les interventions en amont ou pendant les matchs de toute sa clique, mais il va quand même se faire au bout d'un moment interrompre par Christopher Daniels. Et oui, Christopher Daniels, Fallen Angel, qui va quand même lui rappeler une petite chose, c'est que dans un premier temps, son rematch est pour la semaine prochaine. Et oui, ah bah tiens, oh là, de Dieu. Et que Bryan Danielson a une semaine désormais pour choisir une stipulation, puisque Paul Heyman a annoncé que le champion aurait le choix de la stipulation. Ah oui, Christopher Daniels, il fait des annonces. Parole de Paul Heyman. Et puis surtout, il annonce aussi que là, ce soir, dans le main event, maintenant tout de suite, il va y avoir l'occasion de croiser un peu le fer avec Bryan Danielson, puisqu'il a vu avec Paul Heyman pour qu'il y ait quelque part un avant-goût de son match la semaine prochaine pour le titre TNT, puisqu'il y aura là tout de suite maintenant un six-man tag. Et oui, Bryan Danielson qui va faire équipe avec Mike Mizanin et Travis Fimmel face à Christopher Daniels, et les partenaires de son choix. Et forcément, vous imaginez bien que les partenaires de Christopher Daniels sont ni plus ni moins que El Jericho. Et oui, attends, ils ont battu les Young Wolves la semaine dernière. Ça y est, c'est reparti. On remet le couvert. 78 de rating, c'est un bon rating pour un main event. Match avec du grand catch et une bonne hit. Christopher Daniels et Jericho qui vont défaire Bryan Danielson et les Young Wolves en 15 minutes 06 quand Christopher Daniels défait Mike Mizanin via pinfall avec le BME, le best moonsault ever. Et oui, littéralement traduit en termes de performance in ring. Christopher Daniels est bien sûr celui qui a porté le match. Pourtant, un très bon 79 de Kevin Steele, un bon 69 également d'El Generico, mais 89
de Christopher Daniels, 50 de Mike Mizanin, 65 de Travis Sewell et 78 de Bryan Danielson. Et Christopher Daniels qui donc derrière va envoyer un message très clair à Bryan Danielson après se tomber victorieux sur Mike Mizanin. Mais vous imaginez bien que Bryan Danielson, en tant que champion égocentrique, va vouloir avoir le dernier mot et annonce juste après ce match perdu, dans la faute de Mike Mizanin, que la semaine prochaine, la stipulation qui va l'opposer à Christopher Daniels pour le titre TNT sera un TLC match. Il va falloir reprendre l'item, aller chercher cet item en haut de l'arena, avec l'aide d'une échelle. Un ladder match. Pas mal sur le papier. 76 de rating pour le dernier show, et on fait justement un rating global de 76, ce qui est quand même plutôt pas mal. C'est mieux que les 33 du premier Rampage de cet épisode. Bien sûr, vous l'imaginez, alors que là on a le profil de Portia Perez, qui a débuté durant l'été 2004 sa carrière. Quelque chose canadienne, nom de Dieu. Télé-rating de 0.88. On continue encore à exploser le score. On avait fait combien ? 0.90 quand même la semaine dernière. Pourtant 73 de rating, mais là on fait 0.88, un petit peu moins. Pourtant le show est un petit peu meilleur. Mais bon, des fois il y a des petites anomalies de temps en temps. Signature de contrat, bien sûr, les prolongations de contrat avec Amazing Kong, bien sûr. Et bien sûr qu'on va compléter ce contrat avec Amazing Kong, qui va donc rester dans la compagnie, en contrat bien sûr Pepper Apparence, pendant 1 an. Oui, j'ai pas voulu la signer parce que pour l'instant c'est pas très rentable. Le problème quand vous faites une demande de contrat signé, c'est qu'il y a pas mal de compagnies qui derrière vont venir vous faire des offres concurrentes, et ça vous oblige à aligner encore un peu plus de pognon. Donc on va se garantir Amazing Kong en contrat de paix par apparence, donc en in-check, pendant encore 1 an, tranquillement, sans attirer les convoitises. Des nouvelles gossip, les gens, pour ceux que ça intéresse, avec Chantal Taylor et Matt Jackson, qui ont commencé à fricoter ensemble. Matt Jackson, Chantal Taylor, écoutez, imaginez ce couple-là. Pourquoi pas, que du bonheur, ces deux tourtereaux. Attendez quand même, on n'est pas des bêtes. Per request pour Rick Steiner. Alors ça par contre c'est un petit peu moins léger. Oui, effectivement, 700$ par apparence, le garçon veut 1110. Écoute, c'est 75% pour l'instant. Là vous voyez la nouvelle, et on rigole moins. El Generico blessé. Fully ruptured supraspinatus. Je sais pas ce que c'est que cette merde, mais ça me dit rien qui vaille. 44 jours. On peut opérer. On va opérer. On va opérer. C'est un succès complet. 26 jours. 26 jours. C'est un moindre mal. Il y a quelques plans qui tombent à l'eau, mais disons qu'on va pouvoir rattraper le coup. Ce qui n'a pas été le cas par exemple avec Bobby Roode. Direction les backstage d'AEW Rampage, et vous le voyez, malgré le backstage rating à 100%, ça clignote rouge, locker room incident impliquant Lizzie Valentine. Ça normalement ça devrait être positif. A priori, elle a dessiné des dessins plutôt rigolos de ses collègues de travail, et tout le monde est plutôt content, satisfait. Ça a donné une atmosphère plutôt fun dans les backstage. Merci Madame Lizzie Valentine. Je boucle le show bien sûr de mon côté, et puis nous on en parle juste après comme d'habitude, ne bougez pas. Deuxième AEW Rampage, et nous sommes au Emo Arras Casino, et oui, devant 1037 pèlerins, 48 de rating pour le premier segment de ce show qui implique les mêmes protagonistes que ceux de la semaine dernière, avec bien évidemment Ted DiBiase Senior qui va féliciter Ted DiBiase Junior pour sa victoire de la semaine dernière. Alors bien sûr on parle aussi un petit peu de Tommaso Ciampa, de sa reprise de momentum par rapport à sa victoire face à Chuck Palumbo, mais bon, on passe très vite sur ça. Non, ce qui vraiment intéresse Ted DiBiase Senior, c'est la prestation de son fils Ted DiBiase Junior, qui ce soir va avoir un nouveau test. Et oui, parce que il est prêt, Ted DiBiase Junior, à enquiller les victoires, et ce soir dans le main event il va avoir une nouvelle opportunité. Voilà, on ne sait pas contre qui, mais en tout cas on est en train de brosser dans le sens du poil Ted DiBiase Junior, dire que ce qu'il a fait a été extraordinaire, que la victoire a été retentissante, et que celle qu'il va aller chercher ce soir dans le main event le sera encore plus que celui de la semaine passée. Voilà, 48 de rating, ça fait le taf. Petit segment qui permet de se mettre dans le bain. Derrière, oula,
4 contre 4, et oui, on est parti dans un 8-woman tag. D'un côté, la team de Reign, d'un côté, la team de Lacey Van Erich, puisque Reign est accompagné des JD, Serena Deeb et Brooke Adams, et bien sûr, Lacey Van Erich est accompagné d'Angel Williams, son bras droit, et bien sûr des sœurs Garcia. On le sait, il y a 2 semaines de ça, et bien Ted DiBiase Senior a annoncé qu'il allait avoir un tournoi pour couronner une première championne féminine au sein de la division Rampage. Et forcément, vous imaginez bien qu'il y a pas mal de tension parce que oui, on veut être la première championne féminine au sein donc de Rampage. Et donc forcément, il y a pas mal d'esprits qui commencent à s'échauffer. Et après 6 minutes 04 de combat, l'arbitre perd le contrôle et prononce une double disqualification. On va pas s'attarder sur les performances in-ring. Vous les voyez, je vous invite à mettre pause si vous voulez les regarder plus en détail. Mais ce qui va être très intéressant, c'est ce qui se passe après. Et encore, ouais, alors là, c'était pas Ted DiBiase Junior qui était censé faire l'annonce, c'était DiBiase Senior, mais bon, c'est pas très grave. Faute de frappe, hein, ça peut arriver. On oublie, c'est pas Ted DiBiase Junior, c'est Ted DiBiase Senior qui fait l'annonce des demi-finales. Grosse boulette de ma part, il faut bien qu'il y ait des fails. Ça arrive plusieurs fois dans la carrière de Sturie. Ted DiBiase Senior et pas Junior annonce donc les participantes de ce tournoi. Et oui, via des demi-finales pour couronner la première championne TBS de l'histoire de la All Elite Wrestling. Et il nous annonce, Ted DiBiase Senior, que la première demi-finale opposera Lacey Van Erich à Serena Deeb et que la deuxième opposera Edgy Lee à Reign. Voilà, hein, que tout ça commencera dans les plus brefs délais. 28 de rating, bien dégueulasse. Et enfin le main event qui nous fait un 32 plutôt moyen, on va pas se le cacher, match terrible. Alors on ne parle pas de la hit, rien n'est rapporté par rapport à ça. Ted DiBiase Jr. contre Matt Sydal, 11 minutes 39 de combat, qui va se terminer avec une victoire par soumission avec le $1 Million Dream appliqué sur Matt Sydal. Mais a priori, Ted DiBiase Jr. aurait encore triché. Des performances de 28 pour les deux, que ce soit pour Ted DiBiase Jr. ou pour Matt Sydal. Nouvelle victoire de Ted DiBiase Jr. Même si c'est à nouveau une victoire un peu cheap, puisque teintée, étant donné que, voilà, un petit peu de roublardise. Et on fait 35. Meilleur show que celui de la semaine dernière, même si ça casse pas 3 pattes à un canard. Alors que là, on a le beau profil de Madison Rayne, catcheuse canadienne, bien sûr, qui a été championne de la NWA, bien évidemment, et qui a été très connue, bien sûr, du côté de la TNA. Et puis, aussi, du côté de la All Elite Wrestling, pour ceux qui suivent All Elite Wrestling aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a fait quelques piges, quand même, là-bas, aussi. Donc TV rating de 0.06 par rapport à la semaine dernière, est-ce qu'on est bon? Et écoute, on fait 44 000, là on fait 47 000, et écoute, on gagne quand même 3 000 viewers, ce qui est quand même plutôt pas si mal. 11 000 personnes au MOJQH Arena pour le deuxième Dynamite du mois de janvier 2008. Sale comble, à n'en pas douter, nous démarrons le show les gens avec le premier des 2 matchs de championnat. Et forcément, on va commencer par le titre secondaire, le titre TNT propriété de Bryan Danielson, qui remet son titre en jeu face à Christopher Daniels dans le rematch de ce dernier. La stipulation a été choisie par l'actuel champion. Ça avait été bien sûr annoncé par Christopher Daniels la semaine dernière. Bryan Danielson avait choisi un match de table, d'échelle et de chaise. Et dans un match, quand même, fantastique du grand catch, match TNT qui aura duré 17 minutes 18, Bryan Danielson va aller chercher l'item, c'est-à-dire la ceinture, et conserver le titre de champion secondaire de la fédération. Pas d'intervention, mais un Bryan Danielson qui va chercher le titre, sans épingler bien sûr au centre du ring Christopher Daniels, mais quand même qui va conserver son titre sans crier gare, sans aucune intervention pour faire la deuxième défense de son titre, et avec en plus un gros rating, un énorme 80-82 de performance in ring pour Christopher Daniels. Bryan Danielson est à 65, et la storyline Champion Slayer avance et gagne d'ailleurs un petit peu de la hit victoire de Bryan Danielson, clean, sans avoir pour autant épinglé au centre du ring Christopher Daniels. Match d'échelle, des fois c'est pas mal. Bryan Danielson qui nous stipule quand même que bon, c'est pas trop son truc, il peut performer autrement. Derrière, Tammy Lynn Stitch est avec El Generico et Kevin Steen. Et en interview, parce que avec la récente victoire, c'est vrai que El Generico est en train de se positionner clairement pour les titres par équipe. Et on n'aura malheureusement pas le temps d'avoir une réponse de Kevin Steen par rapport à dire de Tammy Stitch, puisque
les Steiner Brothers vont attaquer El Generico et Kevin Steen. Ah, ils vont les attaquer. Et d'ailleurs, ça va pouvoir justifier la blessure de El Generico. Ah, clairement, justifie aussi le pourquoi du comment on les utilise pas dans les prochaines semaines. Attaque des frères Steiner sur El Generico et Kevin Steen, El Jericho, qui, là, potentiellement, sont une équipe plutôt dangereuse pour leur titre. Et ils viennent de faire un statement. D'ailleurs, j'ai oublié d'enlever la rivalité entre El Jericho et les Young Wolves qui se sont terminées la semaine dernière, très clairement. Hein. Attends, faut pas déconner. Après 2 victoires comme ça successives. Donc, voilà. Frère Steiner qui voit un peu le danger et qui n'hésite pas à attaquer une équipe de la jeune garde qui s'est positionnée comme étant les futurs challengers. Derrière, les Steiner Brothers n'ont pas terminé puisqu'ils vont partir dans le ring et affronter une autre équipe de la nouvelle génération, un petit peu moins talentueuse, pour le coup, qui n'a pas encore fait ses armes, bien sûr les Young Bucks. Et dans un match plutôt décent qui nous fait un 77, bien sûr que les Steiner Brothers, avec bien sûr Rick, qui va défaire derrière Matt Jackson avec un Flying Bulldog, 6 minutes 31 de combat, victoire des Steiner Brothers, les titres bien sûr n'étaient pas en jeu, 77 donc de rating global avec des performances de 29 et de 24 pour Nick et Matt Jackson, performance de 52 pour Rick et de 100 pour Scott. Voilà, une nouvelle victoire des Steiner Brothers qui ont un double impact dans ce deuxième épisode, deuxième show du mois de janvier 2008. Derrière, Bryan Danielson est accueilli en héros par Travis Simel et Mike Mizanin ainsi que Maryse, les confettis, le champagne, les ballons, hein, les gâteaux, enfin tout va bien, il y a un gros buffet pour fêter la victoire de Bryan Danielson qui est le toujours champion de la TNT. Bryan Danielson, tu vois, il est plutôt content, tout ça, voilà, il voit le champagne, les ballons, les confettis, le buffet, bon. Mais voilà, son regard change un peu parce qu'il a quand même pas oublié que ces dernières semaines, on a quand même eu pas mal de défaites, notamment les Young Wolves. Maryse aussi a perdu dans un bikini contest. Enfin bon, bref, ça va pas trop non plus pour Bryan Danielson, il a pas trop le cœur à faire la fête. Mais il va quand même apprécier le geste, mais il va pas oublier que le principal c'est de gagner des matchs. Et il le dit, vous êtes tous capables, notamment en regardant Travis Simel, vous êtes tous capables de performer et d'aller à mon niveau. Enfin, pour certains, c'est peine perdue. En se retournant vers Mike Mizanin. Et il annonce à Mike Mizanin qu'il est viré de son groupe. Eh oui, viré. Il fait appeler la sécurité pour que Mike Mizanin sorte de sa loge personnelle. Travis Simel qui ne comprend pas, qui demande des explications à Bryan Danielson, qui crie, qui dit qu'est-ce qui se passe. Maryse qui est un peu choqué. Bryan Danielson qui lui dit laisse tomber, je m'en occupe, je sais ce qu'il y a de mieux pour notre carrière et pour ta carrière. Laisse ce nul se barrer. Voilà, jamais rien eu de bon. Laisse-le se barrer, bon débarras. Bryan Danielson vient de virer Mike Mizanin, mais ça n'empêche pas derrière de profiter du champagne, des confettis et du buffet, bien sûr, qui avait été dressé, 68 de rating. Et bien sûr, vous imaginez bien que certaines choses ont déjà été teasées. Pas du tout. Derrière, Paul Heyman se retrouve avec Ted DiBiase Senior, manager de China, Don Callis, manager d'Amazing Kong, avec bien sûr la championne et celle qui fait office de nouvelle challengeuse, après l'assaut sur Jetta, pour annoncer que, il va falloir se départager, pour choisir la stipulation, il va falloir se départager, avec des beat the clock match. Et oui, c'est ce que Paul Heyman nous dit, China et Amazing Kong vont être confrontés dans des matchs, voilà, simples, face à des adversaires choisis par, l'adversaire direct, et celle qui mettra le moins de temps pour, battre l'adversaire choisi, aura le choix de la stipulation pour le prochain match de championnat, donc féminin, qui aura lieu entre China et Amazing Kong en 1-on-1. C'est annoncé par Paul Heyman, 65 de rating. Tout gagne de la hit, que ce soit la storyline Moneyman ou même la storyline Female Monster. Voilà, tout le monde a plutôt bien performé durant ce segment. Derrière, Tammy Stitch se retrouve avec Tyler Black. Tyler Black, c'est son moment. Tyler Black, il est accompagné de Jon Moxley et il nous explique que c'est le plus gros moment de sa carrière. Un match de championnat face à Steve Austin, le meilleur catcheur de la All Elite Wrestling. C'est le moment pour lui de prouver son point et pourquoi pas d'aller chercher un titre. C'est le moment pour lui, il le dit, c'est peut-être mon moment, c'est peut-être l'instant pour aller chercher un titre mondial et devenir champion du monde, et d'ailleurs le plus jeune champion du monde de l'histoire de la fédération de l'élite. Il est accompagné par Jon Moxley, mais il lui dit ce soir, la semaine dernière on a effacé un petit peu le passé, et aujourd'hui c'est un renouveau.
C'est un renouveau et il faut impérativement que je puisse gagner par moi-même. Donc il demande à Jon Moxley de ne pas intervenir ce soir dans le match et de ne même pas être présent ringside. Ce que Jon Moxley va accepter. Gros câlin entre les deux et Tyler Black s'en va pour aller au ring sous sa musique d'entrée. Et le match nous fait un très bon 79. Énorme 79, match exceptionnel qui aura duré quand même 13 minutes 16. Un match compétitif sans trop aller dans la durée parce que, oui, j'ai pas non plus faire galérer mon champion puisque Steve Austin, spoiler alert, bat bien sûr Tyler Black avec son Stone Cold Stunner après 13 minutes 16 de combat. Défense numéro 2 de son championnat. Tyler Black, vous imaginez bien qu'il était déçu, dépité, défait. Signe de respect de Steve Austin qui vient taper l'épaule de Tyler Black à la fin du match, qui va derrière célébrer avec le public. Performance de 90 pour Steve Austin et de 70 pour Tyler Black, alors que Steve Austin et Tyler Black ont une excellente chemistry ensemble. Et oui, quand ils s'affrontent, on va refaire des Tyler Black contre Steve Austin plus souvent. Et le show se termine avec un énorme 77, donc de rating et une popularité qui est gagnée dans les 10 régions où nous sommes diffusés. Bah écoute, c'est plutôt pas mal, hein, un show comme ça, en train d'enchaîner des bons Dynamite, à défaut d'enchaîner des bons Rampage. Au moins Dynamite, on a quand même des ratings très très intéressants et un premier match de championnat pour Tyler Black qui malheureusement aura accouché d'une défaite face à l'ogre Steve Austin de Baddest Champ, et oui, de la All Elite Wrestling. 0.98, c'est plutôt pas mal du tout, le voyons voir en détail. Bah écoute, oui, effectivement, on était sell out, un guichet fermé. 740 000 viewers par rapport aux 666 000 qu'on avait la semaine dernière. On a gagné presque 80 000 viewers de plus, ce qui est quand même plutôt pas mal. Un show qui est diffusé, on rappelle, sur la FX. Toujours au MOJHQ Arena, et bah écoute, c'est plutôt pas mal du tout. 77 pour ce show, 76 pour le show précédent. Et bah écoute, à ce rythme-là, on pourra être pas loin des 80 à la fin de cette vidéo. Les contrats de Tyler Black et de Jon Moxley qui arrivent bientôt à échéance. Et bien sûr, on va les reprolonger, puisque Jon Moxley, Tyler Black, on le sait, il y a quand même des plans, hein, surtout pour Tyler Black ces derniers temps, hein, avec notamment ce match de championnat accordé lors du dernier Dynamite face à Steve Austin. Alors pas en contrat signé, en paix par apparence, histoire de pas non plus attirer toutes les autres fédérations. Donc son précédent deal, c'était 2000$ par mois, là il nous demande un petit peu plus. On va essayer de baisser à 2150 et une downside à 2000 pour l'ami Jon Moxley. Sur 2 ans, je pense que ça le fera bien. Trajet non couvert et il accepte, je pense, ses termes et va nous recontacter très rapidement. On va faire la même chose pour Tyler Black. Tyler Black qui, lui, forcément, va me demander un petit peu plus cher. J'imagine, au niveau du pay par apparence, effectivement, il était payé 2300 avant. Maintenant, il veut désormais 3200. Alors, on va essayer de baisser à 3000 et avoir une side à 2850. Et je pense que normalement, il ne devrait pas nous embêter. Tyler Black, contrat sur 2 ans. Et ça devrait le faire. Il va me recontacter très prochainement et je pense qu'on arrivera à trouver une entente avec les membres de The Nest. Après les contrats proposés à Tyler Black et à Jon Moxley, c'est désormais Maryse qui me demande une augmentation de sa casque. Maryse qui est payée 360$ par apparition, ce qui n'est pas forcément énorme, moins que les 640 qu'elle pense valoir. Elle veut donc une augmentation de 280$. On va lui donner 75% et normalement je pense que tout devrait bien aller pour le mieux, sans crier gare, voilà, hein, oui, elle fait pas la gueule, tout va bien. Direction les backstage WWE Rampage, 100% de rating, mais des incidents à traiter, vous voyez, ça clignote rouge, incident impliquant Tammy Stitch, on sait que c'est désormais la drogue, ou plutôt la boisson, et oui, elle a trop bu, elle est donc pas en condition de travailler, et on l'a renvoyée à la maison. À nouveau, une petite amende, histoire qu'elle comprenne, rien ne résulte de ça, et j'ai une nouvelle fois Tammy Stitch absente d'un show B qui, je le rappelle, est quand même une pièce maîtresse, notamment pour mettre en valeur certains garçons et certaines filles qui sont promus dans notre show B et qui sont pas très populaires. Et Tammy Stitch, et bien malheureusement, ne sera encore une fois pas présente. On a heureusement Amy Weber, mais voilà, ça fait un peu moins le taf que Tammy Stitch, on va pas se le cacher, à Cassoni, bien sûr, à la WWF, pour les plus anciens d'entre nous. Et oui, on commence à se faire vieux. Emo Arras Casino Center devant 1075 pèlerins, c'est parti pour le 3e Rampage du mois de janvier 2008. Et vous le voyez, on commence avec un 52 de rating plutôt solide et on prend les mêmes et on recommence
commence, et oui, on change pas des équipes qui gagnent, avec un segment, encore une fois, de qualité pour un show B, et il y a un petit peu de tension dans eh bien, le bureau de Ted DiBiase Senior, le $1 000 man, puisque oui, eh bien, il commence à avoir quelques frictions entre Tommaso Ciampa et Ted DiBiase Jr. Pourquoi? Parce que Ted DiBiase Senior, on le sait, il est extrêmement content d'avoir avec lui son fils, sa progéniture. Il l'a mis dans Main Event ces 2 dernières semaines face à Nick Gage, face également à Matt Sydal. Et Ted DiBiase Jr., même si les victoires étaient un petit peu cheap, parce que un petit peu de gruge, eh ben, il y a quand même la victoire au bout. Et Ted DiBiase Senior veut à nouveau que sa progéniture puisse être sur le devant de la scène. Et puis en plus, Ted DiBiase Jr., il aime bien se mettre en valeur, être un petit peu reconnu comme le leader de cette faction en l'absence de Bobby Roode. Et ça plaît un petit peu moins à Tommaso Ciampa, même pas du tout à Tommaso Ciampa, puisque ce dernier rappelle que il a remporté quand même un match face à Chuck Palumbo, qu'il a été un ancien challenger au titre intercontinental de Brandon Tomaselli, et que là il voit d'un mauvais oeil le fait que Ted DiBiase Jr. puisse avoir à nouveau une opportunité dans le main event, et surtout lui pique son partenaire pour un soir, parce que oui, James Keenan ce soir, selon le dire de Ted DiBiase Senior, va faire équipe avec son fils pour faire face à Nick Gage et à Matt Sydal. Donc un petit peu de réfifi dans l'air entre Tommaso Ciampa et Ted DiBiase Jr. 52 de rating. Ted DiBiase Jr. a été terrible pour aller en dehors du script, au contraire d'un Tommaso Ciampa qui a été extrêmement à l'aise, et Ted DiBiase Senior toujours aussi bon. Voilà, il paraît incroyable dans le segment, tu me diras, c'est normal. Derrière, Lacey Van Erich fait face à Serena Deeb pour la première demi-finale et donc l'accession à cette opportunité au titre pour devenir la première championne TBS de l'histoire de la fédération. Lacey Van Erich, Serena Deeb, un match de 6 minutes 31 noté à 27, et oui, on est dans le rouge, match avec un petit peu de hit et du catch embarrassant, et c'est Lacey Van Erich qui, sans grande surprise, va aller battre Serena Deeb via un Tornado Punch en 6 minutes 31 après la distraction bien sûr d'Angel Williams. On fait ça pas clean, c'est normal, un peu de gruge, c'est une huile. Performance de 28 pour Serena Deeb et de 16 pour Lacey Von Erich. Derrière, bien sûr que dans les backstage, on a vu ce qui s'est passé, et notamment Amy Weber et Rain qui sont présentes. Excusez-moi, petit rototo. Rain qui s'exprime sur les agissements une nouvelle fois de Lacey Van Erich et sa façon peu que glorieuse de remporter des matchs. Déjà qu'elle a relégué tout le monde contre Rain ces dernières semaines, ces derniers mois, ce qui lui a fait faire un face turn auprès des gens et attirer un petit peu de la sympathie auprès de la foule. Mais c'est vrai que là, elle en a marre. Elle se dit que c'est l'opportunité quelque part d'aller gagner ce tournoi. Et oui, battre Lacey Van Erich, la remettre à sa place et prouver à nouveau qu'elle est véritablement la leader de cette division féminine, le visage de cette division féminine du côté de Rampage. Seulement il y en a une qui n'entend pas de cette oreille, c'est Edgy Lee. Eh oui, confrontation amicale entre les deux. Edgy Lee qui rappelle à Rain qu'elle a remporté des matchs, qu'elle a du momentum, qu'elle l'a déjà battu et qu'elle se voit bien le refaire et qu'il va falloir qu'elle soit à son meilleur niveau, Rain, pour pouvoir prétendre à aller rejoindre dans ce match de championnat l'ami Lacey Van Erich, parce que Lee, elle va pas laisser sa part au chien. Bien sûr, on se termine sur un segment où les deux femmes se serrent la main avant leur prochain affrontement. Ah bah oui, attends, le dieu. Et enfin le main event qui nous fait un 34 de rating bien pourrave. Nick Gage qui fait face avec Matt Sydal à Ted DiBiase Jr. et à James Keenan. Match que j'ai mis quand même en storytelling, 11 minutes 53, format TV, on a laissé un petit peu de temps. Match terrible, c'est défini comme tel. Qui va avoir la victoire des Faces? Et oui, Nick Gage et Matt Sydal qui vont défaire Ted DiBiase Jr. et James Keenan après que Matt Sydal ait défait Ted DiBiase Jr. Via pinfall. Et oui, un petit roll-up après la distraction botchée de Tommaso Ciampa qui est venu ringside et qui a coûté la victoire à Ted DiBiase Jr. et à son partenaire James Keenan dans les Money Incorporating 2.0. Et oui, victoire donc des Faces et Ted DiBiase Jr. qui perd son premier match par tomber au centre du ring via un petit paquet réalisé par Matt Sydal. Performance de 28 justement pour ce dernier, 30 pour Nick Gage, 35 pour James Keenan et 31 pour Ted DiBiase Jr. James Keenan qui a donc été le plus performant. Et oui, de quoi rajouter un petit peu plus de rififi dans l'air. Alors, 38 donc de rating global pour ce show. Écoutez, c'est un show moyen. Voilà. On le sait, un bon show pour Rampage, c'est 50. Là, on est 12 points en dessous ce que je pourrais qualifier d'un show plutôt de bonne qualité.
Mais bon, c'est normal, on met en valeur cette DiBiase Junior, il faut aussi le temps de le construire, on sait que ça passe par des notes pas forcément très gégènes. Chris Hero qui voit donc son contrat se terminer, bah, donc on va voir ce qui va se passer, on va voir si on le reprolonge. Nike Neidhart et TJ Wilson qui ont divorcé, ah j'espère que ça va pas trop jouer sur le moral de Nike Neidhart, et James Keenan qui apparemment a subi des lacérations. Lors du dernier show, je pense que ça ne doit pas être très très grave. Donc on va déjà renégocier le contrat de Chris Hero. Voilà, essayer de le garder au sein de la compagnie, même si on ne fait pas forcément grand chose, on va le baisser un petit peu, 900 par apparence, on va mettre une downside à 750 sur un an, je pense que ça le fera très bien, et puis on va regarder aussi la nature de la blessure de James Keenan et surtout sa gravité. James Keenan c'est 19 jours, et 19 jours, et on ne peut pas l'utiliser pendant ces 19 jours. Ah ouais, c'est quand même une blessure assez importante, ça veut dire que la lacération était assez prononcé pour James Keenan. Aïe, c'est pas bon du tout ça. Bon, 19 jours, on va patienter. Brian Danielson qui demande une augmentation de sa casque. Et bah décidément, après Maryse, un autre membre de la team Danielson se dit allez tiens, on y va, on va lui demander un petit peu d'argent. Bon, 2520 par apparence, c'est moins que les 3580 qu'il vaut. Donc il demande 1060 de pay request. Alors, j'aurais tendance à dire pour Brian Danielson que ça serait peut-être bien de lui donner une full pair rise, parce que le garçon est quand même important, il est champion TNT, et si on veut le garder dans un bon mood, je pense qu'on peut se permettre de lui donner une full pair rise. Je lui donne une full pair rise, et je pense que Brian Danielson, effectivement, est très content de cette décision. Je me doute, c'est quand même une sacrée augmentation. Des incidents backstage à traiter dans les locker rooms de Dynamite, et oui, ça clignote rouge, donc on va voir tout de suite ce qu'il en est. Incident impliquant Beji James et Matt Sydal. Ah, alors là, à mon avis, c'est pas une bonne nouvelle. On connaît le caractère de trou du cul de Beji James de temps en temps. Et ben, c'est carrément Beji James et Kip James qui ont causé des problèmes à Matt Sydal qui apparemment sont venus lui chercher des noises et il y a carrément eu un 2 contre 1, hein, c'est devenu physique et forcément en tant qu'employeur je dois trouver une solution et dealer avec Kip et Beji James qui apparemment n'ont rien trouvé de mieux à faire que d'aller casser la gueule à un rookie. Et écoute, on va leur donner une amende. Voilà. Kip James a amélioré son comportement après ça, Kip James aussi, Tommaso Ciampa est content de l'action, Matt Sydal aussi. Tout le monde est content, tout va bien dans le meilleur des mondes, incident traité à la perfection. 10 723 pèlerins au MO JQH Arena, ça y est, on fête officiellement les 3 ans de booking complet au sein de la All Elite Wrestling. Et oui, c'est le show anniversaire de la fédération de l'élite et on démarre avec un segment plutôt intéressant qui nous fait un bon 72 de rating et qui en plus implique des protagonistes qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir pour ouvrir un show, puisque Tammy Lynn Stitch est accompagné de The Nest, Tyler Black et John Moxley. John Moxley, bien sûr, est là en soutien de Tyler Black qui, la semaine dernière, a perdu clean face à l'ami Steve Austin, le champion du monde de la All Elite Wrestling. Tyler Black, il n'a pas démérité, mais c'était trop difficile. Et il nous l'explique, Tyler Black, au micro de Tammy Lynn Stitch, qu'il lui a manqué pas grand-chose, qu'il a peut-être eu un moment donné un déficit d'expérience, un déficit de maturité, et qu'avec le temps, il arrivera à aller gommer ses imperfections pour être au niveau de Steve Austin et le battre et lui ravir ce titre mondial, ce qui bien sûr va faire secourir les frères Steiner qui vont lui dire les petits potes, c'est pas une question de maturité ou d'expérience de gagner un titre, c'est une question de talent et c'est ce qui fait la différence entre nous, les champions, et vous, les losers qui, quelque part, n'êtes rien sans quelqu'un autour de vous. Oui, à la manière d'un Kevin Nash. Il fait référence à Kevin Nash qui est un petit peu la raison du pourquoi du comment. D'ailleurs, ils avaient pu, à un moment donné, être au top d'une division. Et Tyler Black remet un petit peu les pieds sur terre aux Steiner Brothers en leur disant que eux aussi ont été des champions et qu'ils ont eu à un certain moment donné ces ceintures et qui ne sont pas prendre à la légère. Et voyant un petit peu la suffisance des frères Steiner, Tyler Black voit une opportunité et énonce un semblant de challenge aux frères Steiner. Si vous pensez qu'on n'a pas le talent nécessaire, prouvez votre valeur et le vôtre en nous affrontant ce soir dans le main event pour les ceintures de champion par équipe que nous avons déjà eu sur nos épaules. Challenge, vous imaginez bien qu'il va être accepté par les Steiner Brothers et on aura The Nest contre
les Steiner Brothers ce soir dans le main event pour les championnats du monde par équipe. Tyler Black qui n'a pas été bon pour aller en dehors du script, tout au contraire de Scott Steiner qui lui par contre voilà, hein, on a senti que c'était plutôt intéressant, hein, il était assez à l'aise et on a mis en place une nouvelle storyline Tag Team Generation. Derrière, Chuck Palumbo fait face à Travis Fimmel, match décent que j'ai mis en intérêt de storytelling, et Travis Fimmel qui va bien sûr battre Chuck Palumbo en 11 minutes 24 via pinfall, RAS, performance de 62 de Travis Fimmel, assez intéressant, et 40 de Chuck Palumbo. Ensuite, Chyna est la première à relever le défi du Beat the Clock qui l'oppose à Amazing Kong. La vainqueur de ce Beat the Clock Challenge aura le choix de la stipulation lors de leur affrontement pour le titre féminin. Et Chyna fait face à Nike Neidhart qui a récemment, on s'en souvient, divorcé de TJ Wilson, Tyson Kidd à la WWE. Et dans un match extrêmement court mais qui nous fait quand même un énorme 69, on a tutoyé 70 pour un match féminin, Chyna va défaire Nike Neidhart en 4 minutes 39 via pinfall avec le pedigree, performance de 65 de Chyna, quand Nike Neidhart est à 52, et forcément vous imaginez bien que la storyline Female Monsters avance et gagne de la hit. Ensuite, Travis Fimmel se retrouve dans les backstage, interviewé par Tammy Lynch qui va le féliciter pour une victoire assez importante face à Chuck Palumbo. Et Travis Fimmel nous explique que c'est une prise de momentum assez sympathique. Malheureusement, le momentum aujourd'hui il ne peut plus le partager puisqu'il n'a plus son partenaire Mike Mizanin mis à la porte donc du clan de Bryan Danielson par le principal intéressé, champion à TNT Bryan Danielson, qui va s'empresser de venir voir Travis Fimmel dans cette promo en lui disant: tu vaux beaucoup mieux que Mike Mizanin te ralentissait, oublie-le, aujourd'hui tu es beaucoup mieux sans lui et tu arriveras à des choses beaucoup plus intéressantes sans sa présence parce que il était un poids, un boulet pour toi. C'est vraiment ce que Bryan Danielson essaie de mettre en tête à Travis Fimmel, qui lui en démord pas, il a plus son partenaire et on va pas dire que c'est un cœur brisé Travis Fimmel, mais on sent qu'il lui manque quelque chose. Il se sent un petit peu nu, Travis Fimmel. 67 de rating, performance de Travis Fimmel plutôt intéressante, tout comme Bryan Danielson, au contraire du Tammy Lynch qui n'a pas été très bonne. Et Maryse qui a bien sûr aidé dans ce segment Bryan Danielson, même si Maryse Bryan Danielson ça ne fonctionne pas forcément très bien. Absolument pas. D'ailleurs, Maryse, on la retrouve tout de suite après pour un petit striptease, 57 de rating, ça fait le café, pause pipi pour tout le monde, histoire de détendre l'atmosphère, petit segment assez léger, et c'est un double sens, vous l'aurez compris, avant le main event qui nous fait un énorme 82, regardez-moi cette note extraordinaire, match superbe, il est défini comme tel, on a laissé du temps, 15 minutes 56, alors bien sûr, on a mis ce match en intérêt de storytelling, parce qu'il ne faut pas non plus trop en montrer, mais match quand même qui fait un énorme 82 avec des performances de 100 pour Scott Steiner, 68 pour John Moxley, 74 pour Tyler Black et 53 Rick Steiner un petit peu à la traîne. Match 15 minutes 56, format TV, on a laissé un petit peu de temps, où les Steiner Brothers vont défaire The Nest via pinfall quand Scott Steiner va défaire Tyler Black avec une main qui aura retenu le short. Il faut savoir que Tyler Black était très très déçu, voire pas content de perdre le match, il a fallu le garder fort. Les Steiner Brothers font donc leur deuxième défense de titre avec cette victoire un petit peu cheap qui permet donc à la vieille garde de conserver ses ceintures par équipe. Mais après le match, les Steiner Brothers vont avoir envie de faire passer un message honnête, comme ils ont fait passer un message d'ailleurs à El Jericho qui est en train de se mettre dans la peau de challenger numéro 1, The Nest va recevoir le même traitement que El Jericho, histoire que les Steiner Brothers continuent à marquer des points et puis surtout à faire approuver leur dominance, sauf qu'ils vont être interrompus par Kip et Becky James, les New Age Outland, ça y est, qui font à nouveau leur retour, en tout cas, qui se reforment avec le retour de Becky James pour sa première apparition à l'écran. Becky James, Kip James, qui sont bien sûr armés de barres de fer pour aller à la confrontation face aux Steiner Brothers, qui vont bien sûr quitter le ring très très rapidement. Il y a forcément, vous imaginez, un énorme jeu de regard entre les New Age Outlands et les Steiner Brothers sous une foule assez investie qui aura envie, pourquoi pas, de voir un affrontement entre ces deux équipes. Ancienne garde, mais ils sont pas seuls. Ils sont pas seuls, bien sûr. Il y a tellement d'équipes très crédibles. 72 de rating.
Et on fait un show à 75 et ça permet d'améliorer notre popularité dans les 10 régions où nous sommes diffusés. Beaucoup de news pour cette journée post-AEW Dynamite, puisque oui, on a bien sûr le rating global de notre show principal avec un 1.08 très retentissant. On a également une information comme quoi la ROH a fait une offre de contrat, une offre d'extension de contrat à Samoa Joe. On va voir ce qu'il en est. C'est du paie par apparence, comme je le pensais. 3400$ par apparence, c'est énorme. Effectivement, nous ne le paye pas autant que ça. Samoa Joe qui vaut 23 700 en written contract. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est la fin de contrat de Melina Perez. Et oui, on va voir si on peut choper Melina au nez à la barbe de la WWE. Melina Perez, ça pourrait être une belle addition pour la fédération de l'élite et notre division féminine. Alors, quelle est l'offre? 4100$. Alors forcément déjà, sur 4 ans, on va tout de suite se positionner et on va lui proposer 5000$. Je pense que 5000$, ça sera plutôt pas mal. Bien sûr, trajet pas couvert. Et on va lui offrir un bonus également de 5000$, histoire d'être à peu près raccord. 5000, ça ira très 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 bien. Et on va faire l'offre. Ah, elle a une meilleure offre de la compagnie. Alors écoute, on va augmenter sensiblement notre proposition. 5500, pourquoi pas. Ah, toujours meilleure offre. Bon, en même temps, la popularité de la WWE est telle que Melina Perez se dit, voilà, si tu veux m'avoir, ok, pas de problème, mais il va falloir que tu alignes le pognon parce que WWE c'est plus intéressant en termes de renommée. Bon, est-ce que là ça marcherait? One of the two. Alors on va essayer de pousser jusqu'à 6500 pour être vraiment l'option préférentielle de Melina Perez. Toujours one of the two. Alors on va pousser jusqu'à 7000. Certains sont en train de se dire qu'est-ce que tu fais Vico? C'est pas bien de faire ça, mais ça peut être une addition très intéressante pour la division féminine. Toujours one of the two. Alors là par contre ça devient compliqué. 7500, c'est dur, hein, 7500, l'offre rivale c'est 4100, hein, ça veut dire qu'il faut aligner vraiment le pognon en masse. Et là voilà, elle accepte ces termes et pour 7500$ par mois, elle me dit clairement je suis l'option qu'elle va préférer si elle n'a pas bien sûr de proposition extérieure d'ici là. Donc on rend notre contrat officiel et on espère qu'il y aura une réponse assez rapide de Melina Perez et surtout qu'il n'y aura pas de réplique de WWE parce qu'on sait comment ça fonctionne. Bon, comme on pouvait s'y attendre, la WWE forcément a revu les termes de son contrat avec Melina Perez, donc on va voir ce qu'il en est, voir si on peut toujours s'aligner. Alors, View over Rival, 4760, donc oui, ils ont augmenté un petit peu sur 5 ans. Et bah écoute, on va se positionner sur 5 ans, et puis on va aller pousser jusqu'à 8000, mais je pense que ça sera de toute façon le maximum. Je n'irai pas beaucoup plus loin avec Melina Perez. One of the two, it will be one of the two. Allez, 8500 vraiment pour toi, mais au-delà, ça me paraît être un investissement peut-être un petit peu trop important pour ce que ça peut représenter. Voilà, elle accepte pour 8500$. Au-dessus de 9000, honnêtement, je n'irai pas. Donc j'espère vraiment qu'elle va nous donner une réponse positive et que WWE ne va pas continuer à mettre des bâtons dans les roues pour la signature de Melina Perez qui serait vraiment une grosse addition au sein de notre division féminine. Les renégociations de contrat de Jon Moxley et de Chris Hero qui sont validées là tout de suite maintenant. On va bien sûr rendre cela officiel pour Jon Moxley et pour Chris Hero. Complete contract bien sûr. Et la très bonne nouvelle, alors qu'on attend toujours la réponse de Tyler Black et de Melina Perez, la très bonne nouvelle, c'est que la WWE n'est pas revenue sur les termes de son contrat avec Melina Perez. Donc ça veut dire qu'on va peut-être avoir Melina Perez très rapidement au sein de la fédération de l'élite. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Les négociations avec Tyler Black qui se terminent et qui se terminent bien puisque Tyler Black accepte de rester dans la compagnie pour 2 ans, et oui, en paix par apparence, en handshake. On met à jour le contrat et on le rend officiel. Tyler Black est avec nous et pour une durée de 2 ans avec forcément, on imagine, quelques plans qui sont bien ancrés dans la tête. Cette fois-ci, c'est officiel, Melina Perez est définitivement All Elite, et oui, elle a préféré notre contrat à celui de la All Elite Wrestling, et bien évidemment Melina Perez va officier en tant que heel. On va bien sûr rendre le contrat officiel et Melina Perez nous rejoindra dans 14 jours. Et oui, ça va aller très vite avec forcément des plans qu'il va falloir mettre en place pour l'accueillir de la meilleure des manières. Des incidents dans les backstage du dernier AEW Rampage du mois de janvier 2008, ça clignote rouge et on va tout de suite
voir ce qu'il en est, incident impliquant BJ James et Nick Nemeth. On essaie de respirer, hein, et de voir ce qui peut se passer. BJ James est allé à la confrontation physique avec Nick Nemeth. Forcément, bagarre entre les deux, il a fallu les séparer, et en tant qu'employeur, on doit dealer avec les situations, c'est une amende. BJ James n'est pas content avec l'action. Colt Cabana est pas content non plus avec l'action. Keith James n'est pas content, et Nick Nemeth, lui, par contre, l'est. Et je pense que le retour de BJ James va impliquer des mesures assez draconiennes pour le faire marcher au pas. Parce que là, franchement, ça fait 2 semaines de suite que c'est extrêmement compliqué de dealer avec lui et avec ses agissements plus que limite dans les backstage. Dernier AEW Rampage du mois de janvier 2008, nous sommes toujours au Emo Arras Casino dans le Midwest devant 1060 pèlerins. On commence avec un très bon rating de 59, et oui, pour un show B, ça reste quand même un rating de qualité, et on démarre avec Ted DiBiase Senior, le $1 Million Man, sa progéniture, son fils Ted DiBiase Jr. et bien sûr Tommaso Ciampa. Il y a beaucoup de réfifi dans l'air entre Tommaso Ciampa et Ted DiBiase Jr. puisque Ted DiBiase Jr., devant son père et devant Tommaso Ciampa, reproche à Tommaso Ciampa sa jalousie qu'il a clairement fait éclater au grand jour la semaine dernière dans le segment d'ouverture, parce qu'il voulait lui aussi être dans le main event, qu'il voulait pas laisser la place à Ted DiBiase Jr. Il a joué à team player, ce qui fait quand même bien sourire à Tommaso Ciampa, puisque, selon les dires de Ted DiBiase Jr., cette jalousie qui a clairement éclaté au grand jour de Tommaso Ciampa, a justifié l'intervention de Tommaso Ciampa sur sa personne dans le main event de la semaine passée, et bien sûr cette défaite qui a été occasionnée à cause de son intervention, puisque Matt Sydal a pu faire un petit paquet sur Ted DiBiase Jr. et remporter la victoire. Donc forcément, il y a un gros embriglio dans la situation de Ciampa, Ted DiBiase Jr., que Ted DiBiase Senior veut tout de suite stopper. Il demande qu'on arrête ses enfantillages, et d'ailleurs pour punir tout le monde, il annonce que Ted DiBiase Jr. et Tommaso Ciampa ne feront pas partie du show cette semaine, et que ce soir dans le main event, Brandon Tomaselli va donc défendre sa ceinture comme c'était censé être le cas cette semaine, mais face à un adversaire du côté d'AEW Dynamite qui a été personnellement choisi par Ted DiBiase Senior. Et forcément, vous imaginez bien que Tommaso Ciampa, et surtout Ted DiBiase Jr., qui pensait avoir les faveurs de son père, se retrouve bien embêté et surtout bien dégoûté. Ted DiBiase Jr. qui a fait un très bon travail pour aller en dehors du script, tout comme d'ailleurs Tommaso Ciampa et Barbara Kidane qui a beaucoup aidé d'ailleurs Tommaso Ciampa durant ce segment. Et puis la performance de Ted DiBiase Jr., Ted DiBiase Senior, toujours aussi fantastique. Derrière Reign face à AJ Lee, écoute, ça fait quand même un 35 de rating, plutôt intéressant. 35 de rating entre un match entre deux faces, deux favorites de la foule. Et écoute, on a laissé du temps, 7 minutes 34. Match terrible sur le papier, mais quand même des performances assez intéressantes. On a 43 de Reign, qui est plutôt intéressant. Bon, AJ Lee un petit peu en retard, 25. On a laissé du temps, 7 minutes 34, et ça va se terminer par une victoire d'AJ Lee qui va par tomber via le Black Widow, remporter la victoire sur Reign après une distraction de Lacey Van Erich sur Reign, qui va donc donner la victoire à AJ Lee, et AJ Lee va devenir challengeuse numéro 1. AJ Lee qui, il faut quand même le spécifier, ne s'est pas rendu compte de l'intervention de Lacey Van Erich. Et enfin, forcément, il y a cette présentation du titre TBS qui est enfin montré au grand jour par Ted DiBiase Senior, et il nous annonce qu'il y aura prochainement un affrontement entre Lacey Van Erich et AJ Lee pour le titre TBS, le titre féminin de la division Rampage. Voilà, 47 de rating, tout le monde est content. Ted DiBiase Senior qui fait du très bon travail. Et enfin, le main event. Brandon Tomaselli, le champion intercontinental qu'on n'avait pas vu depuis le début de cet épisode, si je ne dis pas de bêtises, qui va remettre sa ceinture en jeu face à Ken Anderson. Et oui, quelqu'un qui on voit quand même assez régulièrement, en tout cas de temps en temps, il a fait quelques petits piges du côté de Dynamite. Et Brandon Tomaselli va donc défendre sa ceinture face à Ken Anderson, avec des performances plutôt intéressantes, notamment du côté de Brandon Tomaselli avec un 51, loin, très très loin de la performance de Ken Anderson, qui est de 26. Match plutôt moyen sur les bords, avec un petit peu de hit, qui va voir la victoire de Brandon Tomaselli, bien sûr face à Ken Anderson, 9 minutes 33 de combat, fini par pinfall. Brandon Tomaselli fait donc sa 5e défense du titre intercontinental, et continue à se poser comme étant le leader
et le champion incontesté et incontestable eh bien, de cette division Rampage, à voir bien sûr ce qui va se passer entre Tommaso Ciampa et Teddy DiBiase Jr. et puis surtout ce que va décider Teddy DiBiase Senior pour la suite et surtout pour le prochain challenger attitré au titre intercontinental de Brandon Tomaselli, parce que ça encore, tout n'est pas très très clair. Alors qu'on a le profil de Daigoro Kashiwa, voilà, qui a été entraîné par la Taka Michinoku in Kaja Dojo, voilà. Vraiment un personnage de rocker à ses débuts. Charismatique, le garçon. Pourquoi pas? Bon, c'est vrai que si je devais prendre un catcheur japonais, je pense que mon choix ne s'arrêterait pas sur ce monsieur. Mais pourquoi pas, hein. 0.7 de TV rating. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on n'est pas allé voir le TV rating du dernier Dynamite. Qu'on a fait 810 000 viewers. Quand même pas mal. Beaucoup plus que lors du précédent Dynamite. Rampage, on est à 55 320 viewers. Là, on a quand même, je pense, pété le score. On fait 3000 viewers de plus. Avec quand même une belle progression, puisque on fait 10 points de plus que la semaine dernière. Ce qui est plus qu'intéressant. Ok, Chilson Train Coliseum devant 8000 pèlerins, nous sommes dans le Mitsouf pour le dernier Dynamite du mois de janvier 2008. Et oui, on s'approche tout doucement de la fin de cette vidéo, mais attention, cet épisode-là, il est extrêmement important puisque oui, il va se passer quelque chose de très très intéressant pour la suite des hostilités. Et d'ailleurs, excusez-moi, petit rototo, ça fait un 86 de rating puisque Paul Heyman, accompagné de Steve Austin, le champion du monde de la All Elite Wrestling, va avoir plusieurs annonces à faire. Dans un premier temps, que Steve Austin, le champion, sera en action ce soir dans le main event face à Travis Fimmel, le bras droit de Bryan Danielson, le champion TNT. Mais Paul Heyman nous annonce également que pour Révolution, il prévoit, dans l'optique de sur un fameux WrestleMania de la All Elite Wrestling, quelque chose de très très marquant, quelque chose qui va faire passer cette fédération dans une autre dimension, puisque oui, il va réunir aujourd'hui la danse ring les 4 protagonistes les plus marquants de la dernière année écoulée, ceux qui ont le meilleur record, et il appelle Bryan Danielson, Kevin Nash qui est présent, Tyler Black aussi, et puis Christopher Daniels, tous ces garçons sont très liés. Kevin Nash et Tyler Black, Christopher Daniels, Bryan Danielson, et il nous annonce que la semaine prochaine, et oui, lors du premier Dynamite du prochain épisode, il y aura un Fatal 4-Way dans une cage pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre de Steve Austin pour le pay-per-view Révolution. Bref, vous imaginez que la foule est extrêmement investie et vous imaginez que des 4 protagonistes, forcément, y voient une opportunité en or. Le travail de Paul Heyman, a priori pas aussi bon que d'habitude. Steve Austin a été extraordinaire et Bryan Danielson. Et Maryse, clairement, ne clique absolument pas. Je n'ai toujours pas enlevé Maryse d'ailleurs du management de Bryan Danielson. Il serait peut-être temps que je le fasse. Kevin Nash, qui apparemment aussi a plutôt bien performé. Et ça permet de faire travailler cette storyline Champion Slayer, mais aussi Austin, The Baddest Champ. Toujours pas. Amazing Kong qui fait face à Gail Kim, elle aussi, a participé et faire son match dans le Beat the Clock match pour essayer de battre le temps record de Chyna qui a mis moins de 5 minutes pour remporter la victoire face à Nikki Dart. On le sait, si Amazing Kong met moins de temps que Chyna, c'est elle qui choisit la stipulation pour leur affrontement. Mais vous le voyez, sur les notes qui s'affichent devant votre écran, malgré un 64 de rating et une performance justement de 64 dans le ring, Amazing Kong va certes battre Gail Kim, mais en 6 minutes 20, soit plus d'une minute de plus que Chyna pour battre Nikki Dart, ce qui signifie que malgré la victoire, Amazing Kong ne sera pas celle qui va choisir la stipulation en vue de son affrontement face à Chyna. C'est donc la championne qui aura l'avantage. On verra désormais dans les prochaines semaines quel choix va finalement être décrit et énoncé à Amazing Kong dans les prochaines semaines. Ensuite, Tammy Lynn Stitch va au chevet de El Jericho qui sont dans la pièce réservée aux médecins, et on nous annonce, c'est le médecin qui nous le dit, que Kevin Steen a subi une blessure importante au niveau de la tête, une commotion cérébrale. Kevin Steen, commotion cérébrale. Pourtant, c'est El Generico qui, dans notre réalité virtuelle, de manière réelle, est blessé. Mais on va mettre la blessure du côté de Kevin Steen, ça va être assez intéressant. Kevin Steen
qui a une grosse commotion cérébrale et qui ne pourra pas défendre ses chances dans les mois qui arrivent. Et donc par conséquent, cette place de challenger numéro 1 qui faisait foi pour eux, pour les titres par équipe à Révolution, bah aujourd'hui ne leur appartient plus à cause de la blessure de Kevin Steen. Et vous imaginez bien qu'il y a énormément de déception chez El Generico et beaucoup d'abattement chez Kevin Steen. Mais on a quand même des faces, en la personne de New Age Outlands, qui vont venir quand même rassurer les minots en leur disant qu'ils auront une opportunité dans les prochaines semaines quand ils vont revenir, et puis surtout que ils ont désormais d'autres garçons en leur personne qui vont être capables aussi de faire ravaler les dents aux Steiner Brothers. Mais Kevin Steen, il n'est pas forcément très réceptif à ce que va dire New Age Outlands et Kill James. Ils n'ont pas envie d'entendre parler de meilleurs jours, ils n'ont pas non plus envie d'entendre parler de ce qui va se passer entre New Age Outlands et les Steiner Brothers, ça ne les intéresse pas. Kevin Steen, ce qui l'intéressait, c'était un match de championnat, et aujourd'hui, il ne peut pas l'avoir à cause de cette blessure, et donc il envoie un peu chier Beji et Kip James, ce qui appelait assez moyennement à Beji James, mais Kip tempère un petit peu les émotions de son partenaire en disant il est blessé, faut aussi se mettre à sa place. Ah, Kevin Steen, pas très réceptif, mais on peut le comprendre, ce qui était tout le contraire del Generico qui semblait plutôt content, lui, de voir les New Age Outlands prendre un petit peu des nouvelles et puis surtout se positionner aussi comme étant une équipe capable de faire ravaler un peu les dents aux Steiner Brothers, qui sont une équipe très arrogante, mais surtout aussi très violente. Ensuite, Chris Hero va faire face à James Storm. James Storm qui fait ses débuts. Hein, d'ailleurs, il débute avec une gimmick de cowboy et c'est noté comme étant très bon. Et James Storm qui fait ses débuts avec un très bon 52 va battre Chris Hero en 10 minutes 57. Format TV, j'ai mis ce match en qualité de storytelling. Et écoute, avec le 8 Seconds Ride, petite référence bien sûr au rodéo, et bien James Storm va défaire Chris Hero avec un performance rating de 50, ce qui est plutôt intéressant. Premier match pour James Storm, première exposition et surtout premier impact pour lui. Rey Mero, George Frankenstein et Barbara Keenan, ça fait un petit contest qui est remporté par Barbara Keenan, hein, histoire de gagner un peu de popularité. Puis c'est vrai que l'associer à Rey Mero, à George Frankenstein, qui ont quand même les faveurs du public, quand elles mettent leur atout en valeur, bah c'est vrai que ça permet aussi à Barbara Keenan de gagner un petit peu en popularité, segment assez léger. Et enfin, le main event entre Travis Hummel et Steve Austin. Oui, hein, un event plutôt anticipé, sympathique. Steve Austin, Travis Hummel, écoute, ça fait un 80. Je suis plutôt très content de la performance de 85 de Steve Austin, 61 pour Travis Hummel, performance de 81 au total, qui voilà, définit quand même comme un match avec une fantastique unité du grand catch, qui va bien sûr voir la victoire de Steve Austin hein, face à Travis Hummel avec le Stone Cold Stunner, performance bien sûr énorme de Steve Austin, victoire clean. On donne du momentum bien sûr à Steve Austin et puis on donne un petit peu aussi d'exposition à Travis Hummel qui tutoie le main event, mais la marche encore une fois était trop haute, même si le titre face à Steve Austin n'était pas en jeu. Et Steve Austin, avec cette victoire assez retentissante, même si Travis Hummel est un mid-carder, un upper mid-carder dans notre compagnie, et bien va prendre un minimum de momentum, de la confiance accumulée avant bien sûr, et bien de connaître l'identité la semaine prochaine, identité qu'on connaîtra dans le prochain épisode, qui interviendra, je vous rassure, beaucoup plus rapidement que et bien ce qu'on a pu faire ces dernières semaines, et pour bien sûr aussi prendre un petit peu la température, ce qui est normal. La fin du show est un énorme 77 de rating et une popularité forcément, vous l'imaginez, qui s'améliore dans les 10 régions où nous sommes diffusés. Le random profit de Lollipop qui a fait ses débuts dans l'industrie du catch au début de l'année 2002, on n'a pas eu le temps de lire ce qui se passait ensuite, mais voilà, quelque chose a priori qui est à peu près jeune, Lollipop, si on va voir, mais bon, pas très intéressante, on préfère bien sûr la signature de Melina, vous vous en doutez. TV rating de 1.11, encore péter le score, et Brian Danielson qui nous dit que Chris Hero va se transformer en un très bon worker, voilà, il va falloir être derrière lui parce qu'il y a du potentiel. Chris Hero, je sais pas si on peut dire qu'il y a vraiment du potentiel, quand même 78 en basique, 77 en psychologie, il y a du charisme, il y a un peu de star quality, le problème c'est qu'il n'y a pas de microphone. Ça c'est un peu problématique pour vraiment pusher le garçon, mais après pourquoi pas le recycler en tag team, ça peut être aussi une solution sur le moyen long terme. Hein. Nous sommes le 1er février, c'est bien sûr l'heure du bilan financier du mois de janvier dernier. On va tout de suite se pencher sur les pertes occasionnées sur le dernier mois écoulé, 126 000 $ de perdus
Oui, clairement, c'est notre record hein, sur ces derniers mois. Pourtant, c'est vrai que depuis le mois de septembre 2007, eh bien, on perd énormément d'argent. Ça, c'est aussi dû au fait qu'on soit passé au niveau culte. Mais là, 126 000. Bon, en même temps, c'est vrai qu'à ma décharge, j'ai augmenté aussi la qualité de notre broadcast. Donc ça nous a coûté un petit peu de sous, plus de 30 000 dollars, donc ce qui peut expliquer aussi cette perte exponentielle. 773 000 dollars donc de tickets vendus, des TV revenus qui ont augmenté, le sponsor un petit peu moins ce mois-ci, pas très bon ça, la marchandise qui a aussi baissé de manière assez significative, le coût de worker qui lui aussi a augmenté, le coût des shows, bah oui, forcément est passé de 219 000 à 254 000, au niveau du marketing c'est à peu près la même chose, les coûts de production de marchandises un petit peu moins puisqu'on a un peu moins vendu, et on le rappelle on est en optimistique, au niveau du coût de production bah, on a clairement augmenté, au niveau du MISC on s'est fait assassiner. Voilà, bon ça en même temps ça pouvait paraître à peu près logique. Un petit point sur la des storylines et le prestige des titres avant de se quitter, vous en avez désormais l'habitude. Austin the Baddest Champ, c'est à 76. Femelle Champion Slayer, pardon, c'est à 80. Cette rivalité entre Bryan Danielson et Christopher Daniels, qu'on n'a toujours pas terminé. Femelle Monster, pour l'instant, est à 69. Une storyline autour de la division féminine aussi haute. Clairement, c'est une bonne nouvelle. Tag Team Generation, on est à 71 et Moneyman, on est à 57. On est largement au-dessus des deux storylines qui doivent avoir au moins 59 de hit. Là, on est clairement au-dessus de ce qu'on nous demande. Les titres, bien sûr, il y en aura un très rapidement qui va s'ajouter, c'est le titre TBS, mais avant ça, le prestige des titres actuels, le titre AEW Intercontinental Championship, 42 de rating pour le titre détenu par Brandon Tomazoli, le titre féminin, eh oui, championnat du monde féminin, 62 détenu par China, le titre donc champion du monde poids lourd, détenu par Steve Austin, le titre de champion par équipe détenu par les Steiner Brothers qui sont aussi à 85, et le titre TNT qui lui aussi détenu par Bryan Danielson est à 85 de prestige. Tout va plutôt bien dans notre fédération. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de sport ou de TOW. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye et à la prochaine.